Après un final magnifique pour la partie 1 du nouvel anime Bleach, quoi de mieux pour terminer cette année qu'une vidéo sur Zangetsu et les origines d'Ichigo? Que ce soit Masaki, Isshin, White ou Aizen, aujourd'hui on va passer en revue les événements qui ont conduit à la naissance d'Ichigo et à la reforge de Zangetsu, qui viennent tout juste d'être adaptés dans l'anime Thousand Year Blood War. Disons-le, les chapitres compris entre Everything But The Rain et The Blade Is Me, qui sont les chapitres 528 à 542 du manga, font en général partie des préférés des fans pour plein de raisons. Mais bien sûr, avant de commencer, si vous voulez m'aider à partager la passion de Bleach et à booster la visibilité de cette vidéo, n'oubliez pas de claquer vos bankai sur le bouton like et abonnez-vous si vous voulez pas rater la suite. Et maintenant que c'est dit, parlons de Zangetsu et des origines d'Ichigo. Et on va commencer avec un résumé rapide des événements d'avant l'arc final, histoire de resituer un peu pour ceux qui auraient des trous de mémoire. Il y a de cela presque 20 ans, Tite Kubo nous présentait à travers le volume 8 de Bleach le Zanpakuto de son protagoniste, Zangetsu. Prenant l'apparence d'un daron giga stylé à l'allure sévère, il confrontera Ichigo à plusieurs reprises pour lui permettre petit à petit d'acquérir plus de puissance au fil de ses combats, faisant un peu office de vieux maître pour le Shinigami remplaçant. Côté traduction, Zangetsu s'écrit avec 2 kanji. Le premier, prononcé Zan, signifie trancher, et ensuite Getsu signifie la lune. Ça donne donc tout simplement lune tranchante. Pour le Bankai qui est Tensa Zangetsu, on retrouve 2 kanji supplémentaires. Ten signifie ici le ciel ou le paradis, et Sa signifie une chaîne, ce qui fait donc chaîne céleste, lune tranchante, ou d'après Glénat, lune tranchant les chaînes célestes. Et quant au Getsuga Tensho, qui est l'attaque signature d'Ichigo, bah ça veut dire croc lunaire tranchant les cieux, et on retrouve donc ce délire de lune qui déchire le ciel. Mais pour revenir au vieux Zangetsu, bien que considéré pendant longtemps comme un allié très spécial pour Ichigo en tant qu'esprit de son Zanpakuto, au fil de l'histoire on commençait à se rendre compte que quelque chose clochait et que notre héros n'était pas vraiment un Shinigami normal. En effet, en plus de ce supposé esprit Zanpakuto, il semblait posséder une autre source de puissance en la présence du Hollow White. Dévoilé lors du combat face à Zaraki dans le volume 13, celui-ci semble être sous les ordres du vieux Zangetsu qu'il a utilisé pour entraîner Ichigo avant de le réabsorber au sein de lui en quelque sorte. Et c'est à partir de là que les embrouilles commencent. Comment ça se fait que l'esprit du Zanpakuto d'Ichigo puisse faire apparaître une sorte de version holo de son utilisateur, qui porte des vêtements de Shinigami et qui manie Zangetsu comme personne? En plus de ça, ce holo nous dit vouloir faire sienne la puissance d'Ichigo, ce qui a priori n'est pas une bonne nouvelle. Évidemment, il va petit à petit gagner en puissance, et parviendra à prendre le contrôle de son monde intérieur, s'imposant alors sur le vieux Zangetsu. Et lors de l'arc à rencard, alors qu'Ichigo cherche à maîtriser la puissance de ce holo, qui l'empêche de se battre sereinement depuis son affrontement avec Byakuya, ce dernier se dévoilera à lui en tant que Zangetsu. Vous connaissez la suite, Ichigo réussira à le battre sans vraiment prendre en compte ses paroles et parviendra à le contenir si on veut, jusqu'à ce qu'il se fasse fumer par Ulquiorra et qu'il soit soumis à une holomorphose complète. Après ça, il est encore une fois en plein doute, et c'est avec son entraînement dans le Dangai qu'on aura enfin une bonne partie des pièces du puzzle. Cette fois, le vieux Zangetsu est bien là, enfin le jeune pour le coup parce qu'il est en Bankai, et il va arracher White du corps d'Ichigo. On apprend alors que les deux sont la source de sa puissance et qu'à la base il ne faisait qu'un. Ça explique pas tout, mais c'est déjà pas mal. Et l'objectif réel de ces deux entités est simple, ils souhaitent protéger Ichigo coûte que coûte, d'où leur refus de lui enseigner le Getsuga Tensho ultime. Vient ensuite la perte de ses pouvoirs après la défaite d'Aizen et l'arc Fullbring où il les récupère, puis on arrive directement à la guerre sanglante millénaire. Du coup ça c'est à peu près tous les points importants sur l'évolution de Zangetsu sans prendre en compte l'arc final. Évidemment c'est résumé très grossièrement, mais je voulais quand même revenir un peu là-dessus avant de parler des événements les plus récents qu'on vient de voir dans l'anime. Et si vous en voulez plus sur tout ça, j'ai fait une vidéo qui explique littéralement tout sur ce sujet il y a quelques temps, donc si ça vous intéresse, je vous l'affiche juste en haut de l'écran. On arrive donc sur le combat face au Quincy et Ichigo qui se fait calmer par Yugram. A partir de là, Tensa Zangetsu est brisé, et comme nous l'apprend le meilleur personnage de Bleach, un Bankai brisé ne peut normalement pas être réparé. C'est donc seulement avec l'aide de l'inventeur des Zanpakuto en personne qu'Ichigo sera en mesure de récupérer son sabre, et c'est le moment crucial pour lui. Pour ce faire, il sera mis à l'épreuve, et devra en quelque sorte soumettre un Azauchi, qui sont la base de n'importe quel Zanpakuto en temps normal. Tous les Shinigami en ont reçu un en débutant, excepté Ichigo qui n'est pas passé par cette étape normalement obligatoire pour développer le pouvoir de son Zanpakuto. Et malheureusement pour lui, sans savoir qui il est vraiment et sans connaître ses origines réelles, il n'aura aucune chance et sera éjecté du palais du roi par Oetsu, alors que Renji lui réussit l'épreuve sans problème. Après tout, c'est simplement un Shinigami, alors qu'Ichigo n'a même pas idée de son héritage réel, que lui révélera finalement Isshin à travers ses fameux flashbacks titrés Everything But The Rain. Mais avant, il va devoir le prendre en chasse jusqu'à chez Ikumi, qui est la patronne d'Ichigo. Parce que oui, il a pris un petit job après la défaite d'Aizen, si vous aviez oublié. Et rien que ce passage où il est un peu en panique face à l'idée de confronter sa famille après avoir échoué et s'être fait jarter de Soul Society, c'est déjà trop stylé. Mais là, il peut plus fuir, et pour Isshin, le moment est venu de lui révéler la vérité sur sa mère. Longtemps perçue comme étant une simple humaine, on nous apprend ici qu'elle était en réalité une Quincy de sang pur, recueillie par les Ishida dans sa jeunesse en tant que dernière survivante du clan Kurosaki.
Leur but était qu'elle se marie à Ryuken afin de préserver le sang pur d'Eishida, mais comme vous le savez, son destin sera tout autre. Et sa rencontre avec Isshin va provoquer un sacré bordel. Une bonne vingtaine d'années avant le début du manga, le daron Kurosaki était en fait capitaine de la 10e division, et portait le nom d'Isshin Shiba. Il est donc en réalité issu de cette fameuse famille noble, et c'est en partie à cause de ses actions que plus tard, ce clan perdra son statut et sera finalement déchu. En allant enquêter sans prévenir dans la ville de Naruki, il se mêlera à son insu aux manigances d'Aizen, alors en pleine manœuvre dans le monde réel avec sa team de traîtres. La bande était en train de tester une de leurs créations baptisée White, une créature à mi-chemin entre Shinigami et Holo et modelée à partir d'âmes de Shinigami morts. Et vous l'avez bien compris, c'est cette créature qui est à l'origine du Reiatsu Holo d'Ichigo. A la base, elle a été créée par Aizen pour la holomorphose des Shinigami, mais l'intervention de Masaki va gâcher un peu son plan initial, puisqu'en fumant ce monstre, c'est elle qui sera victime de la holomorphose. D'après Tosen, c'est du coup une expérience ratée, mais regardez la gueule d'Aizen qui jubile à l'idée de voir ce qui va se passer ensuite. En tant que Quincy, la pression spirituelle Holo est néfaste pour Masaki et une fois que la holomorphose va débuter, seul Isshin en tant que Shinigami pourra la sauver. En revêtant un corps humain artificiel créé par Urahara et en liant sa pression spirituelle à Masaki, il est possible de contenir la pression spirituelle de White, empêchant ainsi la holomorphose de la jeune Quincy. Mais pour ça il fallait forcément un Shinigami, dont la pression spirituelle est le parfait opposé de celle des Quincy. Du coup ça lui sauve la vie, mais en échange Isshin ne peut plus utiliser ses pouvoirs, et est condamné à vivre en tant qu'humain jusqu'à ce qu'éventuellement le lien retenant White ne cède, ce qui arrivera pendant le combat d'Ichigo contre Byakuya. Et tout ça, n'importe quel Shinigami classique aurait refusé sur le champ. Renoncer à tout pour sauver une Quincy, ça semble complètement aberrant de leur point de vue logiquement. Mais c'est pas le cas pour Isshin. Après tout, Masaki en tant que Quincy est bienvenu à son secours. Au secours d'un homme qui représente sur le papier une menace pour elle, et qui fait partie de la faction ayant éliminé les siens. Après ça, Isshin vivra donc dans le monde réel, ouvrira sa clinique et se mettra évidemment en couple avec Masaki avant de mettre Ichigo au monde quelques années après ce bordel. Passons à la suite donc, avec la révélation ultime sur la vraie raison de la mort de Masaki. Jusque-là, on pensait qu'elle avait simplement été tuée par un holo, mais en réalité, elle aurait dû pouvoir se défendre, vous le savez maintenant. C'est là que rentre en jeu l'empereur Quincy qui en réalité est aussi lié à Ichigo. En ayant recours à l'Ausval, qui est une technique très spéciale, il est en mesure de voler les pouvoirs des autres Quincy pour se les approprier. Il a donc pris pour cible les Quincy de s'en mêler, et a aspiré leur pouvoir dans le but de regagner les siens, comme le prévoient les légendes Quincy. Et je sais que beaucoup vont poser la question, mais si Masaki a été touchée par l'Ausval alors qu'elle était normalement une Quincy de sang pur, c'est parce que sa pression spirituelle a été souillée à cause de White, et depuis elle est considérée comme impure. Mais en tout cas ça s'est arrivé au moment où elle tentait de protéger Ichigo de Grand Fisher, et sans ses pouvoirs elle a rien pu faire contre ce holo de ses morts, ce qui l'a mené vers une fin triste et tragique. C'était elle la protectrice originelle, qui a transmis à Ichigo cette volonté implacable de protéger, et savoir qu'elle est morte dans ces conditions, perso ça me donne trop envie de boxer Yua. Mais on n'en est pas encore là et Ichigo a désormais toutes les cartes en main pour exploiter tout son potentiel. Parce que oui, il a hérité de toutes les pressions spirituelles présentes chez ses parents. Il est donc évidemment humain, mais aussi Shinigami grâce à la pression spirituelle d'Isshin, qui a fini par fusionner avec celle du Holo White vu qu'il s'est lié à Masaki pour la contenir et empêcher sa holomorphose. Bien sûr, il a aussi reçu le facteur Quincy de sa mère, mais celui-ci est resté endormi jusqu'à sa confrontation avec Kilge. Et pour ce qui est du Holo, c'est quand le lien qui le contenait a fini par céder qu'il a commencé à gagner en puissance au sein du monde intérieur d'Ichigo. Et c'est aussi pour ça qu'après l'arc Soul Society, Isshin peut de nouveau se servir de ses pouvoirs de Shinigami. C'est donc un sacré bordel et c'est pas fini. Reste à expliquer le délire par rapport à Zangetsu, qui pourra maintenant révéler sa vraie forme étant donné qu'Ichigo est conscient de ses origines et de qui il est vraiment. Et son cas étant unique, forcément il aura un Zanpakuto unique et très particulier qui témoigne de son statut d'être transcendantal. Mais la dernière réponse qu'il cherche, personne d'autre que lui ne peut lui apporter, et c'est dans son monde intérieur qu'il confrontera pour la dernière fois le vieux Zangetsu, enfin prêt à dévoiler sa réelle identité. Il n'est pas du tout la représentation du Zanpakuto d'Ichigo, mais plutôt la représentation de ses pouvoirs Quincy, d'où la ressemblance folle avec Yua. A la base, son but était de protéger Ichigo, en l'empêchant de devenir Shinigami. En effet, il savait que s'il en devenait un, il aurait été amené à combattre, à risquer sa vie, et qu'il se retrouverait tôt ou tard face au vrai Yua. Il s'est donc imposé comme le centre de sa puissance, en réprimant tant bien que mal ses autres pouvoirs. C'est pour ça qu'au début, c'est lui qui enseigne à Ichigo le Bankai par exemple, et qu'il est capable d'invoquer White pour l'entraîner un peu comme il veut. A l'époque, c'est lui qui était dominant et puisait dans les pouvoirs de Shinigami d'Ichigo pour l'aider au besoin, un peu comme un intermédiaire. Sauf qu'au fil des événements, Ichigo a choisi de lui-même de devenir un Shinigami et s'est conforté dans cette voie malgré tout, jusqu'à en arriver à aujourd'hui, où celui qu'on a toujours connu comme étant le vieux Zangetsu prend enfin la décision de s'effacer, laissant Ichigo libre d'utiliser ses vrais pouvoirs comme il l'entend. Mais du coup, Zangetsu c'est qui au final? Bah c'est évidemment White, comme il nous l'avait dit bien plus tôt dans le manga. C'est dans son pouvoir que le vieux Zangetsu puisait pour buff Ichigo, et c'est lui qui représente réellement son Zanpakuto. Et si c'est le cas, c'est parce que comme j'ai dit, la pression spirituelle de Shinigami que notre héros a reçue de son père avait fusionné avec ce holo, puisqu'à la base elle servait à le contenir pour empêcher la holomorphose de Masaki.
Du coup il se retrouve avec un Reiatsu Shinigami mixé à un Reiatsu Holo, d'où l'apparence de White qui rappelle à la fois les Shinigami et les Holo, en plus d'être l'exact opposé d'Ichigo en termes de couleur. Mais pour lui maintenant peu importe. Désormais il considère que les deux sont Zangetsu. Les deux font partie intégrante de son âme en tant que source de son pouvoir, et au final il ne les voit plus comme des partenaires ou des entités à part entière, mais bel et bien comme une partie de lui-même. D'où les titres The Blade and Me et The Blade is Me. D'ailleurs The Blade and Me à la base c'est le titre du chapitre 66 du manga où Ichigo utilise Zangetsu pour la première fois. Du coup dans l'arc final le chapitre 541 s'appelle The Blade and Me 2 et le 542 The Blade is Me. La distinction est importante puisqu'elle met en avant ce qu'on vient de dire, à savoir que le Zanpakuto n'est pas un allié du Shinigami mais qui fait plutôt partie intégrante de lui et de son âme. Et pour Ichigo, quoi de mieux pour symboliser tout ça qu'un Zanpakuto double, qui représente ses origines diverses alors qu'il est désormais en pleine sérénité et conscient de son héritage réel. En tout cas, si vous avez découvert tout ça avec l'anime, j'aimerais beaucoup avoir votre avis puisque comme je le disais, c'est un des passages les plus appréciés par les fans du manga et qui est géré d'une main de maître par l'auteur. Et maintenant vous comprenez pourquoi Aizen disait connaître Ichigo depuis sa naissance, ou encore pourquoi Yua l'appelle mon fils né dans les ténèbres. Mais ce fils est maintenant prêt à faire appel à toute sa puissance dans le but d'arrêter les Quincy en toute sérénité. Et ça me fait penser que j'ai pas expliqué le titre Everything But The Rain. En français ça veut dire tout sauf la pluie. Et pour moi ça symbolise le fait qu'Ichigo, en étant conscient de la vérité sur ses parents et sur lui-même, ne verra maintenant plus tomber la pluie dans son monde intérieur, puisqu'il est maintenant en paix avec lui-même. Rappelez-vous, dans Bleach, la pluie est symbole de doute, de tristesse et d'amertume. Encore plus chez Ichigo, qui voit son âme submergée par celle-ci lorsqu'il est tourmenté. Ce titre est donc très symbolique et appuie encore un peu le fait que Masaki, Isshin, White ou même le vieux Zangetsu ont tous en commun le même but, celui de protéger Ichigo. En tout cas, je sais pas pour vous, mais ces deux épisodes de fin pour la partie 1 étaient selon moi à la hauteur. Et on aura l'occasion d'en reparler bien plus en détail dans une vidéo où je vous donnerai mon point de vue complet sur cette première salve d'épisodes légendaires. Et si vous avez zappé l'info, dans la foulée des deux épisodes, on a eu un teaser pour la partie 2, accompagné d'une date, un truc auquel je m'attendais vraiment pas. C'est donc en juillet 2023 qu'on continuera cette guerre sanglante millénaire, et ceux qui ont lu le manga savent que ça va envoyer du très très lourd. Et là je vais spoiler un peu, donc je vous laisse 2 secondes pour vous barrer si vous avez pas lu l'arc final. En effet, d'après ce qu'on entend dans le teaser, on peut imaginer que cette partie 2 irait jusqu'au volume 65 du manga, quand Yua s'attaque au palais du roi des esprits après le retour d'Ichigo au Seireitei. Enfin bref, on verra bien, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi le plus important c'est qu'on ait vu Mayuri et Nemu dans leur tenue ultime. Ça va bientôt être l'heure de briller, et le fait qu'il y ait que 6 mois à attendre, ça fait trop plaisir. En tout cas, comptez sur moi pour continuer à partager la passion de Bleach en cette année 2023, en espérant que vous continuerez à soutenir comme vous le faites. Merci à tous d'ailleurs d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous souhaite bien sûr de très bonnes fêtes de fin d'année, et en attendant la suite, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.